Bonsoir et bienvenue dans un nouveau Studio Millennium. Ce soir, nous nous arrêtons sur la question du militantisme avec le film Dear Future Children de Franz Bomm. Nous nous posons la question, les mouvements citoyens sont-ils le signe d'une démocratie en déliquescence ou d'une démocratie en résistance ? Ce studio nous permettra également d'aborder la compétition Jeunes Talents Belges qui regroupe des premiers films ou des films de fin d'études. Les films Les Yeux Carrés et Que no me roben los sueños sont deux films qui abordent également cette question du militantisme. Nous aurons donc plusieurs invités en plateau ce soir pour discuter de toutes ces questions. Nous accueillerons Samuel Tillman, réalisateur et porte-parole de Still Standing for Culture. Également Nathalie De Wolf, avocate. Zoé Brichot, réalisatrice du film Que no me roben los sueños. Et enfin Louison Assier et Laure Massier qui ont réalisé le film Les Yeux Carrés. Cette discussion sera encadrée et modérée par Christy Huysmans, journaliste et proche collaboratrice du Festival Millennium. Alors commençons tout de suite avec la bande-annonce du film Dear Future Children. Our generation fights for our seat on the table. Climate change is connected to us. I started a movement to protect my future. There is such a big divide in this country. Injustice is present in every part of our lives. A dictatorship has nothing to do with our values. I'm not from China. I'm from Hong Kong. It's up to us to shape the future. It's better for my family not to know my role on the front line. We don't risk our future by protesting on the streets. Not going on the streets will risk our future way more. That day when I got beat up, I feel like I couldn't do that anymore. When they shoot us right in the face. I fear to fail. I'm very scared that they will know my name and my family's. We already lost so many battles. We can't risk losing this one. I ask myself if I am the right person to lead the movement. Being at the front line means a lot of risks. I don't know what will happen next. I really don't want to be the next face on this wall. Fear is their biggest weapon against us. People of my age stand up. Who can change the course of history. Through endless sacrifices, we hustle our way because this is our future. That's only the beginning. I'll do anything for a better future. I owe this to my future children. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau studio consacré ce soir à la démocratie et au mouvement citoyen. Pour entamer ce premier volet, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Tillman. Vous êtes réalisateur, producteur et vous êtes l'un des fondateurs du collectif Still Standing for Culture, collectif qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines, qui a acquis une belle visibilité médiatique et qui a d'ailleurs été largement soutenu au niveau même démocratique, si je puis dire. Mais avant d'évoquer, je dirais, les actions qui ont été menées ces dernières semaines, j'aimerais revenir sur les débuts du mouvement et sur les raisons qui vous ont motivé à vous regrouper et à monter ce collectif. Au départ, c'était d'abord pour des raisons très pragmatiques. La crise sanitaire ayant commencé et rapidement un certain nombre de secteurs ayant été soutenus, nous on se rendait compte que la culture n'était même pas mentionnée par le gouvernement de l'époque, donc je parle il y a un an, l'année passée, et on se rendait compte que non seulement on ne parlait pas de culture et donc on ne parlait pas de nos réalités, mais qu'en plus on n'avait pas d'aide économique. Donc au départ c'est vraiment pour aider les travailleurs et travailleuses du secteur. On a essayé d'interpeller la Première ministre par tous les biais, on n'y arrivait pas, et donc à un moment on s'est dit il faut qu'on se rassemble entre différents intervenants du secteur culturel pour créer un rapport de force dans la rue. Donc Still Standing, ça a d'abord été une manifestation pour obtenir des aides d'urgence. Et ça on l'a fait il y a plus ou moins un an,
Et entre le moment où on a manifesté, et donc on était dans une dizaine de villes en Belgique, et ça c'était intéressant, c'était pas simplement à Bruxelles, c'était pas simplement en Wallonie, mais c'était aussi en Flandre. On est parvenu à obtenir des aides d'urgence, mais 4 mois après le début de la crise sanitaire. Donc c'est déjà à l'époque le signe que pour le politique, la culture n'était pas une priorité, loin de là. En fait, on est le seul secteur qui avons attendu aussi longtemps pour obtenir des aides. Mais le fait que la culture soit délaissée, c'est pas un phénomène neuf. On pourrait presque dire que chez nous, c'est un petit peu dans l'ADN de nos politiques de sous-estimer le poids économique de la culture. Et quand je dis le poids économique, c'est pas seulement la masse salariale, mais c'est aussi les retombées économiques directes et indirectes, et de aussi minimiser l'impact social et démocratique de la culture. Ça fait un peu partie de cette culture belgo-belge. Oui, et puis la crise continuant, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas simplement la culture, mais c'est toute une série de professions qui étaient socialement dévalorisées. On a beaucoup parlé au début des éboueurs, éboueuses ou des caissières, des caissiers. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait dans la société un certain nombre de catégories sociales qui n'étaient pas prises en compte, et souvent simplement parce qu'ils avaient des salaires... mais je pense même par exemple aux professeurs aussi. On s'est rendu compte que l'enseignement n'a pas été prioritaire, et évidemment la culture dans son sens large n'a pas été une préoccupation du politique au départ. Au départ, c'était vraiment essayer de faire en sorte que l'édifice économique ne s'écroule pas, et même l'argument économique qu'on a utilisé dès le début, parce qu'effectivement la culture au sens large pèse profondément sur le PIB belge et européen. Il y a eu des enquêtes, on a eu des chiffres, même ça ne percolait pas. C'est-à-dire que c'était des arguments, que ce soit sur le plan social, c'est-à-dire l'utilité, notre réalité de terrain, qu'on crée du lien, ça on essayait comme argument, ça ne fonctionnait pas. Et alors on revenait sur des arguments plus économiques en disant mais on est aussi un secteur qui indirectement valorise d'autres, parce que moi je viens du cinéma, mais en cinéma on travaille avec plein d'autres secteurs, le tourisme, l'ORECA, etc. Et donc voilà. C'est ça, quand je parle de retombées indirectes, il y a des chiffres, je veux dire, il y a l'UNESCO qui a sorti des chiffres terriblement effrayants sur le manque à gagner de cette année au niveau de la culture, et le risque économique direct, donc pas simplement... Parce que c'est ça, la culture est à la fois une économie, et dans le cinéma encore un peu plus, parce on parle vraiment d'industrie. Le cinéma est une industrie, voilà. Tout à fait. Mais c'est le cas de toute façon dans toute forme de création culturelle. Mais c'est aussi effectivement une forme de valorisation qui n'est pas chiffrable. Et ça c'était intéressant, il y a eu une réflexion de Céline Nieuwenhuis qui faisait partie du GEES, donc en fait les premiers experts qui conseillaient le gouvernement, et puis après qui a encore fait partie du GEMS, et c'était la seule personne qui représentait le social au sens large. Donc il y avait quelques économistes, et puis que des médecins, enfin voilà, des virologues et autres. Et donc elle disait, moi je suis démunie parce que j'ai pas de tableau Excel, je ne peux pas dire voilà, si vous faites ça, on risque ça. Alors que je suis face soit à des économistes qui disent si on ferme tel secteur, ça va coûter autant, il y aura autant de personnes au chômage, etc. Et nous, nos réalités sont tellement friables, complexes, différentes, etc. Interconnectées aussi. Interconnectées. Et donc, à la limite, le seul avantage de cette année, c'est que ça a créé des liens entre des disciplines qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Ça a permis d'essayer de comprendre nos réalités plurielles, et donc, quelque part, de nous outiller d'arguments pour la discussion qui aura lieu maintenant sur le statut d'artiste. Oui, justement. Mais j'aimerais justement revenir sur la carte blanche que vous avez publiée à la fin de l'année dernière déjà, et où vous ne prêchiez pas justement pour votre seule chapelle. Au contraire, vous soulevez quand même des enjeux démocratiques bien plus larges, et vous analysez notamment, vous soulevez en tout cas le fait que pendant l'accalmie de l'été passé, le gouvernement fédéral n'a visiblement pas tiré les enseignements du premier confinement, et on a assisté à un scénario bis repetita, même avec des mesures qui étaient quand même plus dures. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous faire la synthèse de cette carte blanche qui est très dense, très courte, mais à la fois très dense, au niveau des enjeux démocratiques que vous soulevez? L'enjeu, il dépasse même là maintenant le deuxième confinement, c'est même pour l'avenir. C'est-à-dire que les choix symboliques qui ont été faits de privilégier certains pans d'activité plutôt que d'autres, et qui ont été répétés
au mois d'octobre-novembre, lors du deuxième confinement, il risque de se répéter à l'infini s'il n'y a pas une remise en question globale des priorités qui ne sont pas scientifiques. Et donc en fait, très vite, on a eu cette intuition qui a été corroborée par toute une série d'études depuis le mois de janvier, mais c'était une intuition qui n'était pas scientifique à l'époque, c'était simplement de se dire un endroit intérieur avec quelques personnes égale un autre endroit intérieur avec quelques personnes. Donc en fait, on ne peut pas dire c'est pour des raisons scientifiques qu'on ferme par exemple les lieux culturels ou qu'on empêche des maisons de jeunes de se rassembler ou qu'on ferme des brocantes si au même moment on laisse d'autres hangars, des chantiers, donc tout autre pan de secteur économique ou des secteurs d'activité même qui sont actifs. Les transports publics finalement, parce que on va dire que les transports publics aient augmenté leur offre. Non, mais c'est ça. Et donc, au niveau du effectivement, respect des distances sanitaires, bon, on est quand même un peu circonspect. Il n'y a pas de gel hydroalcoolique dans les métros, dans les trams. Et bon, finalement, on se demande, est-ce que je ne cours pas plus de risques à prendre le tram, le métro et le bus pour me rendre à un point A à un point Z, plutôt que d'aller dans une salle de cinéma qui serait remplie au tiers de sa capacité. Mais tout ça préside une logique très simple qui est de dire, on a essayé comment dirais-je, de circonscrire l'être humain dans sa fonction productrice, c'est-à-dire qu'il faut continuer à produire. Donc effectivement, les transports en commun présidaient de cette même volonté de on ne peut pas empêcher les gens d'aller sur le lieu de travail s'ils doivent aller sur un chantier, travailler dans un supermarché, etc. Et donc on est prêt la société est prête à faire prendre le risque à ces gens de prendre le métro, mais par contre on ne peut pas, on va les empêcher de faire du sport, de se voir, d'aller dans une salle de cinéma, etc. Et donc il y a cet arbitrage qui est un arbitrage tout à fait symbolique, qui est l'ordre des priorités de notre société, qui voulait justement faire en sorte qu'on continue à produire et à consommer. Oui, c'était un peu ça l'enjeu. Dans les grandes industries ou dans les grands réseaux de distribution, parce que les petits commerces de proximité en ont aussi pâti, finalement. Mais en fait, donc, c'est ça qui est fou, c'est que... C'est des choix économiques, parce que vous soulignez aussi le fait qu'on a continué à utiliser le même baromètre, à savoir la capacité d'accueil des hôpitaux, sans nécessairement se soucier des besoins réels du secteur de la santé. Dans l'enseignement, même chose. Parce qu'on a réouvert les écoles en septembre, mais est-ce que les écoles n'étaient pas suffisamment outillées à repartir, alors qu'on a quand même eu 3 mois pour s'adapter, je dirais. Mais moi, j'ai pu en parler à Van den Broek en disant, écoutez, dans le cinéma, on est un des seuls secteurs qui avons été très vite organisés, c'est-à-dire qu'on a continué à travailler, on a fait des tests réguliers, on a mis en quarantaine des gens, et donc il y a moyen de continuer à travailler dans un cadre sanitaire relativement sain. On aurait pu par exemple faire la même chose au niveau de l'enseignement. Et donc on aurait pu anticiper un éventuel second confinement et dire il faut qu'on sanctuarise un certain nombre de secteurs parce que l'éducation c'est l'avenir, parce que la culture c'est le lien social, et dans ces secteurs-là faire en sorte qu'on ait un cadre sanitaire relativement rassurant et que l'activité puisse continuer. Et ça n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait par, sans doute... nous, on a été... parce que donc, je fais partie de Silsteni, mais j'ai aussi beaucoup discuté avec le politique via l'UPACT, qui est une union de fédérations. Et donc, j'étais en direct avec le politique. Et ces gens ont simplement géré l'urgence, c'est-à-dire ils sont face à des sollicitations en permanence et ils doivent décider à la semaine. Ils n'ont aucune vision. Et donc, on n'a pas utilisé cette année pour un peu remettre à plat les problèmes, ou en tout cas les soucis potentiels. Parce que, en fait, c'est un problème qui dépasse même la culture. Avec la culture, en fait, on élargit un débat qui est, est-ce que cette société telle qu'elle a été imaginée pendant un an est viable ? Est-ce qu'elle est pérenne ? Est-ce qu'on peut imaginer ça sur le long terme ? Mais oui, mais ça c'est une question très intéressante, justement, parce que vous soulevez peut-être le fait que ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est un peu la pointe d'un iceberg qui a été constitué pendant des années, avec une politique qu'on va qualifier de politicienne, qui ne se base que sur le court terme, finalement. Oui. Et là, on est en train, évidemment, comme on est en crise, il faut réagir dans l'urgence, mais comme on n'a pas de vision à long terme, on a beaucoup de difficultés à s'adapter et à anticiper, parce que quand on dit gouverner, c'est prévoir,
Mais on n'a pas été, en tout cas par rapport à la culture, je pense qu'il n'y a eu aucune vision, aucune anticipation. Encore aujourd'hui, on doit dire, écoutez, la crise, nous, on va la suivre, enfin, elle va nous suivre encore pendant des années. Et je pense que même ça n'a pas été encore complètement compris du politique. Donc effectivement, c'est assez inquiétant parce que ça va précariser tout un milieu qui était déjà précaire. Donc nous, on s'est rendu compte, en discutant entre nous, de l'ampleur, si on veut, du problème culturel, c'est-à-dire un sous-financement chronique. Je ne parle pas simplement du cinéma, mais de tous les arts de la scène, les arts vivants, la musique, etc. Et donc, en fait, non seulement on part d'un milieu qui est déjà précaire avant la crise, mais qui a été encore fortement impacté et qui va, disons, aujourd'hui, être face à une vraie complexité, c'est-à-dire est-ce que les gens vont abandonner, est-ce qu'on aura autant de créations, et en plus on est dans une mondialisation du contenu, c'est-à-dire qu'on est en train de créer en Belgique des films, des documentaires, des disques, etc., qui sont dans un milieu mondialisé et qui doivent faire face à des propositions qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, etc. Et donc moi je me suis battu depuis le début en disant c'est pas simplement ce qui se joue là, c'est pas simplement maintenant, c'est pour les 10 ou les 15 prochaines années. C'est-à-dire que si on ne défend pas les créateurs et les créatrices de chez nous, et si on n'investit pas dans la culture, et si on ne supporte pas ces gens, et si on ne leur permet pas de tenir cette crise et de rebondir derrière, demain, les seules propositions de contenu qui vont être faites, par exemple, moi je parle du cinéma parce que je connais bien à travers les plateformes, ça va être des contenus anglo-saxons. Ça va être en fait ceux qui produisent, c'est-à-dire ceux qui mettent l'argent, qui vont décider ce qui va se raconter et ce qui ne va pas se raconter. Et donc il y a même un effet de proximité qui va être perdu mais là. Justement, à ce niveau-là, est-ce que, si on est un peu autocritique aussi, est-ce que certains acteurs de la culture actuelle, qui ont quand même des acteurs de poids, ne pêchent pas un peu par un manque d'autopromotion à l'intérieur même de nos frontières? Bah bon, ça c'est un vaste débat parce que il y a des questions qui étaient là avant la crise. Des médias, parce que... Non, mais enfin, il y a toute une série de problèmes qui étaient avant la crise. Et par exemple, en Flandre, et je parle de nouveau du milieu audiovisuel que je connais un peu mieux, il y a eu un lien entre la télévision et entre autres les séries, le cinéma, etc., qui ont été faites. Il y a plus de comédiens qui ont un lien direct avec, qui sont populaires, enfin, qui sont les Bekend de Vlamingen, que nous on n'a pas du côté francophone. Ouais. Donc effectivement, il y a une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on a raté à un moment du côté francophone. Après, derrière, il y a aussi une difficulté de la télé publique de supporter. C'est con, hein, mais nos films ne sont pas toujours bien valorisés au niveau de la RTBF. Et c'est pas simplement un problème d'offre, c'est pas simplement parce qu'on fait des mauvais films, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de soutien. Moi, je prends souvent cet exemple-là. Moi, j'ai fait un film pour France 2, un prime time et un docu-fiction. Et jusqu'à la dernière minute, je n'étais pas sûr que ça passait à 8h30. Et puis quand ils ont décidé de le mettre à 8h30, ils ont fait une campagne de promotion, ils en ont parlé au JT sur France 2, etc. Et donc à ce moment-là, comme ils ont pris le risque, ils ont défendu l'œuvre derrière, ce qui n'existe pas du côté de la Belgique francophone, où on a un rapport très ambigu à nos créateurs et nos créatrices. Et ça, effectivement, c'était déjà un problème avant la crise. Donc, outre la précarisation des travailleurs et des travailleuses, outre le fait que symboliquement, clairement, on a perdu le combat, et donc le lien avec le public, le lien avec le politique a été un peu distendu, et il va falloir le recréer, il y a aussi tous les problèmes qui étaient déjà là avant la crise, au niveau de la visibilité médiatique, etc. Et là, effectivement, je pense qu'il y a un rendez-vous raté de la part des médias. Ils n'ont pas compris l'enjeu de la culture. Le politique, un petit peu à travers d'Hermagne, a fait un peu de mea culpa en disant on a peut-être été trop dur, mais néanmoins on continue à nous faire des tests pour le moment. C'est encore quand même dans les cinémas, dans les théâtres, etc., où on va aller voir si c'est des lieux sûrs, alors qu'il y a maintenant des dizaines d'études internationales qui l'ont prouvé. Je veux dire, il faut un peu arrêter. On est de nouveau dans une espèce d'auto-justification a posteriori de décisions qui n'étaient pas des décisions sanitaires, qui n'étaient pas des décisions scientifiques, mais qui étaient des décisions politiques. Et ça, c'est important. Le seul combat que nous, on veut gagner, c'est que dans la tête des gens, du grand public, on se rende compte de ça. Et c'est venu petit à petit. Hein. Oui, parce que les gens, on parlait, tu vois, du service public
enfin, que tu abordais tout à l'heure, mais là, des transports en commun et des lieux où on était effectivement à risque parce qu'encaqués dans des petits espaces, je pense que petit à petit les gens n'ont pas été dupes et se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que des choix sanitaires, mais qu'il y avait des choix de priorités économiques et politiques. Et justement, on va parler du soutien démocratique des dernières actions, mais avant ça, je vous propose de regarder un petit extrait du film Dear Future Children. Seeing the activists around me make me realize that there's still hope in this city. Because the major thing of a city is the space and people. Without these two elements, you can't have a city. And people are really united till now, 3 months later. It kills my thought on thinking about moving out from Hong Kong or like going somewhere else, because I can feel the linkage between me and Hong Kong right now. Success is definitely important in a protest and a movement. But I think the love and care you have towards your hometown is way more important than success. Voilà. Et on va maintenant aborder justement les actions récentes qui ont été menées par Still Standing for Culture, qui finalement, c'était pas un test culturel ni un test sanitaire, mais on peut dire que c'était une opération test au niveau démocratique, parce que quand je regarde les chiffres, vous avez quand même organisé 200 séances culturelles, notamment à Bruxelles et en Wallonie, et que ce sont quand même plus de 10 000 personnes qui ont assisté à ces représentations, tout en sachant qu'ils ont bravé les interdits de se rassembler. Alors, quelle conclusion tirez-vous de cet engouement citoyen ? Ben donc déjà, ce soutien du public qui était important, l'envie de créer un débat sur lequel on se battait depuis des mois et qui est arrivé, je pense, sur la place publique grâce à cette action, ça je pense que c'est une réussite. Et puis, nous, le gros enjeu, c'était la narration, le récit. Dans une crise, il y a un récit officiel, et on voulait démonter le récit officiel. C'est-à-dire, on va nous raconter qu'il n'y avait pas d'alternative et que tout a été fait au bon moment, au bon endroit, et que les décisions étaient rationnelles, scientifiques, etc. Et nous, on veut mettre ce récit officiel en question. Et donc, cette idée-là aussi de se dire, on ne va pas attendre qu'on nous donne l'autorisation, mais on va prendre les devants et forcer le débat, changer le rapport de force. Je pense que c'est quelque chose d'unique par rapport au niveau européen, voire au niveau du monde. Et on a d'ailleurs eu beaucoup d'intérêt des médias. En Allemagne, en France. Oui, un petit peu partout. Oui, tout à fait. Et parce que justement, il y a eu plein d'initiatives spontanées. Par exemple, en France, il y a eu des occupations, il y a eu quelques théâtres qui ont ouvert, etc. Mais ça restait voilà. Chez nous, et le fait que justement c'était un mouvement citoyen, c'est-à-dire des artistes principalement, mais aussi quelques opérateurs, mais qui n'étaient pas liés à une institution et qui ont lancé Still Standing, ça a permis de fédérer des institutions, des lieux qui n'auraient pas pris ce risque-là à titre personnel. Donc il y avait quelque part entre le politique, parce qu'il faut bien comprendre que pour un centre culturel, sortir des clous juridiques et donc oser ouvrir, c'est se mettre en porte-à-faux avec un conseil d'administration, avec parfois des politiques locales, voire avec des partis, parce que je pense qu'il y avait des pressions des partis politiques pour éviter qu'il y ait un débat, qu'il y ait une forme d'anarchie sociale qui se mette en place, qui viendrait de la culture et qui après partirait dans l'oreca, etc. Donc il y avait quand même un risque politique qui était pris par ces lieux et ces institutions. Et nous, Still Standing, on prenait la responsabilité au nom d'une plateforme citoyenne. Et ça, je pense que c'est la grosse différence avec ce qui a pu peut-être se passer dans d'autres pays européens. Oui, mais vous avez justement organisé dans le cadre de ces activités des débats publics auxquels se sont joints des chercheurs, des magistrats, des sociologues, des philosophes, donc beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement des acteurs de la culture qui se sont intéressés à ça. Qu'est-ce qu'il est ressorti de ces échanges finalement ? Finalement, moi j'ai eu l'impression, après je ne veux pas même condamner les universités, mais je pense qu'il y a eu une espèce de léthargie sociale pendant un an, et même les universités n'ont pas, je trouve, pris leur rôle de réflexion, de contre-pouvoir, il n'y a pas eu de vrai débat, et nous on s'est dit, mais en fait, on a pris 10 thèmes différents,
de la santé à la culture, à l'éducation, etc. Et on a voulu faire des échanges on est encore en plein dedans, on parle de loi pandémie, on avance encore plus vite que la musique du côté politique, alors que nous-mêmes, on n'a pas encore digéré ce qui s'est passé. Il faut qu'on ait des représentants de la société au sens large qui discutent et qui se disent comment on en est arrivé là. D'ailleurs, il y a eu, c'est Anne-Pascale Bourgault, la constitutionnaliste, qui a fait une intervention très forte là-dessus, sur comment on en est arrivé là. Et c'était un peu ça, je pense, qui fait la ligne conductrice des 10 journées de débat. C'était réfléchissons à ce qui s'est passé, essayons de comprendre pour éviter de reproduire encore, parce que d'une manière ou d'une autre, on risque d'être face aux mêmes réalités. Oui, Une nouvelle pandémie, cette pandémie qui arrive à une prochaine vague, etc. Évitons, c'est l'implosion de la société si on reproduit encore une fois de trop, une fois de plus, ce qui s'est passé. Oui, mais finalement, il faudrait peut-être mettre au point une sorte de plan Marshall pour apprendre à vivre avec le virus. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a les campagnes de vaccination qui ont cours et qui ont plus ou moins de succès. Mais bon, on ne connaît pas encore la durée d'immunité du vaccin. Et donc, quelque part, oui, c'est peut-être revoir aussi, notamment au niveau de la culture. Quand je parle de plan Marshall, je ne dis pas de façon anodine, parce que le plan Marshall, l'après-guerre, avait un très gros volet culturel. Mais il faut espérer, moi j'espère que le politique nous regardera. Non, mais il faut espérer effectivement qu'il y ait une prise de conscience que sauver la culture, ça nécessitera un vrai investissement, mais dans tous les sens du terme, un investissement symbolique, mais aussi financier, économique, dans la culture. Donc effectivement, là, il y a un gros enjeu. Et puis, il faut déconstruire complètement ce qui s'est passé. Et là, j'espère vraiment que les virologues et autres iront encore un petit peu plus au créneau pour dire qu'on ne peut plus fermer des pans entiers de la société. Et nous, on s'est toujours battu pour ne pas enfermer le secteur culturel en dehors et de se mettre dans la liste d'attente entre l'ORECA et les coiffeurs. On a toujours voulu se dire, nous, on ne se mettra pas dans cette discussion-là de lesquels sont plus à risque, moins à risque. Non, on pense qu'une société, c'est un tout, et que dans ce tout-là, on doit permettre à chacun de trouver sa place. Et donc, je pense que le temps passant, autant au mois d'octobre-novembre, on était vraiment dans l'angoisse encore du nombre de morts, etc., autant après quelques mois, tout être humain s'est rendu compte qu'il n'était pas simplement là pour travailler, pour produire, tout seul à la maison, en télétravail, et que la société, la vie active, c'est autre chose, c'est beaucoup plus que ça. Et je pense que les mois passants, on avait de plus en plus de solidarité aussi. Et c'est pour ça que maintenant on est instrumentalisé, j'ai envie de dire, à l'inverse. C'est-à-dire qu'on parle de liberté. Quand on parle de l'ORECA, de Walibi, de l'ouverture d'un cinéma, etc., c'est réappropriez-vous votre liberté. Mais non, c'est simplement une part de l'être humain qui a été étouffée, dont la culture, qui l'a été pour sans doute de mauvaises raisons. Et donc, on ne peut pas nous instrumentaliser maintenant à travers des tests, à travers des passeports verts ou autres, Covid, etc. Non, ça n'a pas de sens. Il faut remettre la société à plat et de se dire, dans une société, il y a un ensemble d'activités. L'être humain est complexe, ce n'est pas simplement un travailleur qui doit consommer. Et donc, aujourd'hui, réapproprions-nous le réel, c'est-à-dire ce qu'est un être humain dans toute sa diversité. C'est en fait se réapproprier une certaine forme d'art de vivre, dirons-nous. Et c'est là-dessus voilà. que je vais conclure et je vais vous inviter à regarder un extrait d'un autre film belge, celui-ci, qui s'intitule Que no me roben los sueños. Et puis ensuite, on passera à notre deuxième volet. Y tampoco ellos te están avisando qué pasa. ¿Con lo que pasó? ¿Qué están Sí. Sí, pues nomás ella debe estarlo medio embarrada en Valpo. En todos lados. Yo creo que más allá que acá. Está todo Sí, destrozado. pues se quemaron un mall allá. Pero, Mira, ¿y te saben digo. por qué quemaron ese mall? No sé, ni me interesa tampoco saberlo. Ya me he visto tantas cosas que no quiero saber nada más. Ya, bueno, no te voy a decir, pero no fue solo para saquear. Por todos lados inventan Por cosas. eso, por todos lados, Porque no saben si es verdad o mentira. Po. Ya, pues, eso es lo que voy, pues. Pero otro día dijeron que mismo al país de que los polis estaban protegiendo a un gallo que atropelló a la gente, que era un carabinero, y nada, pues era un humillante que una comisaría le vayan a tirar piedras y los polis de adentro tiran piedras. ¿A dónde se ha visto Hay eso? una guerra entre ciudadanos y policías, pues. ¿Pero quién generó esto? ¿Fueron arriba? Pues no opino. No, si no está mal que se opine, solamente que hay que hacerlo con responsabilidad.
Mira, bueno, si lo veas mucho, sea de Chile, sea para otro país, en todo el mundo. Por eso, y porque todos los tienen mucha chilenos plata, que quedan cesantes acá. Pero, ¿Qué le pega eso? pero si yo entiendo esa parte, solo falta que ceda Piñera y las cosas van a cambiar. Él no está, quiere ceder. ¿Quién dijo que quería la paz arreglada? ¿Quién dijo eso? Y tú decís que no, nunca se va a arreglar nada. Ya, no estoy peleando. ¿Te gusta estar con la vida que tenís? ¿Te gusta estar lleno de deuda? ¿Te gusta estar enfermo? ¿Te gusta que yo esté en deuda por el CAE? ¿Te gusta que eso esté así? A mí no me gusta que esté así, po. Yo creo que a nadie le gusta y Ya, nadie quiere pero morir. A mí tampoco me gusta lo que veo en Valpo. ¿Crees que no me daría pena ver al Rodrigo ahí metido? O que me llegue un balín en el ojo a mí por yo estar sacando fotos. A mí ya me han tirado lagrimógenas, ya me han tirado cosas. Me he salvado nomás porque me han cuidado. Y no es necesario estar en una protesta para que te lleguen prueben balines. Y no estoy diciendo que solo son los carabineros. Hay mucha gente que está dando vueltas. Pour aborder ce deuxième volet consacré à la jeunesse, j'ai le plaisir d'accueillir Zoé Brichau, qui est la réalisatrice du film qu'on vient de voir, qu'elle nommait Robin Los Sueños, je ne sais pas si je le prononce correctement, vous ne me facilitez pas la vie. En français dans le texte, ne me vole pas mes rêves, et l'avocate Nathalie Delulf. Alors j'aimerais d'abord m'adresser à vous, Zoé. Votre film revient sur les mouvements de révolte qui ont eu lieu au Chili en 2019, octobre 2019. Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé au Chili, comment vous êtes arrivé à suivre ces jeunes, ce qui vous a parlé finalement dans ces mouvements? Un petit peu par hasard en fait, je fais partie de l'INSAS en fait, et alors il y a des programmes qui sont mis en place avec des écoles différentes, et il y en avait une qui était en place avec l'université de Valparaiso, et du coup en fait je suis partie là-bas, et normalement on part toujours en binôme, mais là cette année il n'y avait pas assez d'argent. Du coup j'étais une des seules à parler espagnol et ça m'intéressait d'aller là-bas, et c'est un peu par hasard, un mois avant de partir, les révoltes ont éclaté. Et voilà, je me suis un petit peu retrouvée là-bas par hasard, et normalement en fait je n'avais aucune réponse des personnes qui étaient de l'université parce que tout était en grève, tout le monde était dans la rue, c'était un bordel total, et voilà, je suis arrivée là-bas un peu par hasard, et il y a eu un jour où pour finir le directeur m'a appelé, m'a dit qu'il y avait une assemblée, et c'est là que j'ai rencontré Claudia, que je l'ai vue, et j'aimais beaucoup la manière dont elle parlait. Je trouvais ça se voyait qu'elle était vraiment complètement... c'était de la rage, et c'était quelque chose de très beau, en tout cas, qu'elle dégageait. Du coup, je suis allée lui parler, on a discuté, pour finir, on est devenus assez proches, et j'ai passé le reste du temps avec eux à vivre, à vivre cette révolte, et vivre aussi à côté, et à rire, et à faire... vivre tout ça ensemble, quoi. Oui, justement, vous pouvez nous rappeler les revendications qui ont mené à cette révolte? Alors, la révolte avait explosé à cause d'une montée du prix du ticket de métro de quelques cents en soi, et ça a rendu fou tout le monde parce qu'il y a énormément de problèmes au Chili. C'est considéré comme un des pays les plus riches, oui. Les plus riches, alors que c'est faussement vrai, quoi. On a l'impression que ça l'est. Les riches sont très riches en tout cas, mais les pauvres, des personnes, il n'y a pas vraiment de moyenne classe en fait, c'est ça le problème. Ils vivent même eux-mêmes dans une illusion qu'ils ont les moyens de subvenir à leurs besoins, alors que c'est totalement faux en fait. Ils sont endettés à partir du moment où ils font des études jusqu'à leur retraite. C'est ce qu'on montre d'ailleurs dans l'extrait qu'on vient de voir. Hein. Oui, c'est vrai, oui, voilà. Et du coup... Finalement, c'est une défense aussi des piliers fondamentaux à une démocratie, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'enseignement et la possibilité de se loger et de manger décemment. Donc on est vraiment dans du basique. Mais on l'a vu dans l'extrait, il y a quand même une différence dans la manière d'aborder les choses entre l'ancienne génération, je dirais les parents, et puis les jeunes. Bien sûr, mais je pense que je pense que de toute façon, ça c'est pour toutes les cultures. Il y a, quand on grandit, quand on vieillit, on
on se rend compte que les choses ne fonctionnent pas parce qu'on essaie quand on est jeune, on a parfois plus d'énergie et à la fin on se rend compte que les choses ne changent pas. Après aussi c'est très particulier au Chili parce que aussi il y a eu Pinochet, la dictature. Et ce sont des personnes qui ont vu... je me souviens avoir parlé avec un monsieur qui vendait des bijoux dans un marché et il a explosé en larmes en me parlant de l'époque Pinochet, en me disant sur cette place j'ai vu des cadavres remplis. Et quand j'ai vu... Parce qu'en fait ce qui s'est passé au Chili en 2019, il y a un jour ils ont envoyé l'armée et il y a eu des coups de feu, il y a eu des gens qui ont été tués, etc. Et ce monsieur... Exactement. Et c'était un choc pour ce monsieur. J'avais l'impression de revivre ça et c'était vraiment... Mais cela dit, cette révolte n'a pas été vaine parce que ça a amené quand même à des élections, toutes récentes d'ailleurs, qui ont eu lieu le week-end dernier, le samedi et dimanche dernier, avec clairement, c'était ce qu'on appelle les élections constituantes, qui visaient à élire 150 candidats pour rédiger une nouvelle constitution, donc pour tourner la page de l'ère Pinochet. Mais quand on regarde les résultats de ces élections, il y a deux choses qui frappent. Bon, la première, qui est peut-être pas très étonnante, c'est que finalement on voit une nette suprématie des partis, des représentants indépendants, des partis traditionnels, notamment du parti au pouvoir néolibéral et conservateur. Mais un autre élément, c'est quand même que le taux de participation était relativement faible, alors que l'enjeu est quand même relativement grand, puisqu'il y a seuls 37% des électeurs se sont déplacés. Alors, comment peut-on interpréter ça? C'est quoi? C'est une désillusion politique? Je sais pas, parce que là ça fait longtemps que j'y suis plus allée, du coup je n'ai plus tellement de contact en ce moment avec les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Et que comme je vis pas là-bas, je saurais pas dire ça de manière très juste, mais l'impression que j'en ai par rapport à ce que j'ai vécu là-bas quand j'y étais, c'est il y a un manque de confiance dans les politiques. C'est peu importe qui on choisit, ça va finir la même chose. Il y a une forme de défiance qui est fortement installée. Exactement. Maintenant. Et il y a eu, par exemple, il y avait un mouvement, ça s'appelle Penguin, qui avait eu, je pense, en 2007 ou en 2006, je me souviens plus de l'année. Mais c'était pareil, soulevé par les étudiants des universités, etc. Et il y avait des grands leaders de ces mouvements-là qui avaient réussi à rentrer en politique et qui, pour finir, ne respectaient pas du tout ce qu'ils avaient dit de base. Et je pense que c'est un cumul où ils ont... Je sais pas ce qui a mené au fait qu'il y ait tellement peu de gens qui sont allés voter, mais de ce que j'avais vécu, je pense que c'est peut-être une de ces raisons-là que les gens ne croient plus en tout ça. Et je pense que le Covid les a épuisés, que c'était vraiment très 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 difficile aussi. Oui, c'était vraiment... Et quand vous avez rencontré ces jeunes, est-ce que vous avez l'impression de partager leurs préoccupations? Bien sûr. Je veux dire, en Belgique, l'impression d'avoir des échos de ce que vivaient par rapport à des perspectives d'avenir ou pas? En général, je pense que oui. Après, je pense qu'on est tous concernés aussi par ce qui se passe dans le monde entier et de toute façon des inégalités, même si elles ne nous touchent pas forcément au quotidien. Mais oui, je pense qu'en ce moment, en tout cas, je pense que beaucoup de personnes ont cette crainte d'un état dictatorial qui se met en place de plus en plus et de manière de plus en plus facile. Et sans qu'on s'en rende compte, évidemment, mais c'est pas totalement les mêmes problèmes, en tout cas, pas aux mêmes échelles, mais quelque chose qui m'avait marqué, mais justement, vous en parliez tout à l'heure, c'est quand j'étais revenue du Chili, justement, le lendemain, il y avait ces manifestations en Flandre parce qu'ils voulaient baisser par 70% du budget. 60. Ah oui, pardon, 60, excusez-moi. Et, la culture, oui, c'est ça. Et du coup, je me souviens que moi, j'avais dit que je revenais du Chili et c'était « Ah, mais toi, tu dois rire... les gens râlent pour 60%. Et j'étais « Ah ben non, pas du tout. Au contraire, tout est important. » Et je pense qu'il y a toujours des raisons de se battre ensemble. Vigilant, oui. Voilà, c'est ça. Il faut faire attention parce que c'est des choses très insidieuses qui petit à petit s'immiscent. Et c'est en fait petit à petit qu'on est de plus en plus privé de notre liberté en nous faisant croire qu'on nous sécurise ou d'autres choses. Voilà. Oui, ça on verra ça tout à l'heure en troisième partie. Alors je me tourne maintenant vers vous, Nathalie Dehull, vous êtes avocate et vos activités vous amènent à fréquenter beaucoup la jeunesse. Et quand on s'est entendu, pour préparer un autre débat dans lequel vous m'avez beaucoup aidé,
Vous m'avez dit, moi j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme, parce que je vois tous les jours des jeunes qui sont en pleine détresse. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous rencontrez tous les jours sur le terrain, une réalité finalement dont on ne parle pas, ou très peu? Mais c'est pas qu'on n'en parle pas. Ce qu'il y a, c'est que, comme disait Samuel tout à l'heure, et vous-même, chacun a mis ses priorités là où elles sont, et on se rend compte que cette crise qui au départ devait être limitée à un moment déterminé perdure dans le temps. Alors, la jeunesse, au milieu de tout ça, elle se retrouve plutôt démunie et délaissée. On sait aussi que sur le plan politique, dans les premiers CODECO ou comités de concertation, il n'y avait qu'un scientifique de la santé mentale. Et ces jeunes qu'on a basculés à peu près du jour au lendemain, et moi je pars de la tranche, ceux qui sont le plus impactés, c'est la tranche 14, donc les 3e humanités qui n'ont pas pu retourner dans un système scolaire classique jusqu'à 18 ans, plus les jeunes à l'université, se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir totalement modifier leur mode de vie, totalement fonctionner autrement. Moi j'ai presque envie de dire qu'on leur a demandé d'être indépendants avant l'heure, alors qu'ils sont pour beaucoup en pleine crise d'adolescence, en pleine découverte d'eux-mêmes, dans tous les sens du terme, et qu'ils soient humains ou simplement du quotidien. Et donc, on s'est retrouvés dans des situations où ces jeunes ont été confrontés aussi dans leur cercle parental à des situations compliquées, parce que les parents ne sont plus fonctionnellement habitués à être tout le temps dans un même lieu de vie. Les uns sur les autres. Les uns sur les autres. D'abord, on n'a pas toujours les lieux appropriés pour, et puis alors il y a le frère, la sœur, le petit, le grand, le moyen. Et donc, on s'est retrouvés dans un contexte de pression permanente, où en fait les enfants n'arrivaient plus à trouver leur place, mais ils devaient avoir une certaine autonomie, parce que les parents eux-mêmes étaient dans un système où manifestement on ne sait pas et s'occuper, tu as fait tes devoirs, tu as réglé tout ça, en plus de télétravailler et puis de régler le petit dernier, etc. Et donc avec beaucoup de charges et beaucoup d'émotionnel. Et finalement, je me suis rendu compte que les étudiants du supérieur qui avaient des revendications tout à fait légitimes dans leur perdition et d'être tout le temps devant un écran, eh bien, eux étaient représentés par une fédération d'étudiants, ce qui était déjà quand même un soulagement, un petit peu un coup de pouce, on va dire ça comme ça, pour dire écoutez, nous, on ne peut pas le vivre comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte que dans le quotidien de cette tranche 14-18 ans, mais finalement, oui, de temps en temps, à l'école, quand ils y passaient, on leur faisait remplir un petit formulaire en disant « c'est quoi ton avis sur le Covid ?» Et puis en fait, ils avaient beau écrire tout ce qu'ils voulaient, ben, ils n'avaient jamais de retour. Et ils n'avaient pas de lieu d'expression et de lieu de vie et de lieu de soupape. Voilà, ils n'avaient pas l'impression d'être entendus. Je vous dis, il y a beaucoup de disparités aussi entre écoles. Il y a des écoles qui ont choisi de faire toute une classe un jour sur 2, d'autres qui ont dit on divise les classes en 2 et puis on alterne un jour sur 2. Vous avez des jeunes de façon assez intelligente qui vous disent mais pourquoi je peux être à 24 dans ma classe toute une journée avec un masque et que je peux pas être à 24 dans mon parc avec les gens avec un masque et à la rigueur une petite bouteille de bière. Et donc il y a des incohérences, il y a des manques de réflexion, puis ils se sont sentis étouffés. C'est la période où on a envie de voir les autres, où on se socialise. Et tout ça a conduit à des situations particulièrement dramatiques. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont basculé de la petite consommation de cannabis à la prise de drogue dure. Beaucoup de jeunes qui se sont mis à boire tout seuls dans leur chambre. Beaucoup de jeunes qui sont dans des détresse mentale, qui n'arrivent pas à gérer et qui n'ont pas encore nécessairement appris à verbaliser. Parce que l'émotion, c'est déjà difficile à verbaliser en soi-même en tant qu'adulte. Donc pour ces jeunes-là, qui sont déjà dans une période un petit peu chaotique au départ, la verbalisation, c'est très compliqué. Ça devient un affrontement avec les parents, ça devient un affrontement avec le corps enseignant. Voilà, on se branche, on se branche pas. Oui, mais attends, tu m'as pas rendu ton devoir. Voilà, donc il y a beaucoup de complexité et vous arrivez à des enfants qui font de véritables tentatives de suicide, qui font des fugues, où finalement en réalité, au lieu de se prendre un peu de temps et de recul pour être à l'écoute de cette jeunesse, eh bien on délaisse quelque part ce système, fait que finalement on va gérer l'urgence. Et donc les centres d'urgence d'aide à la jeunesse sont submergés. Qu'est-ce qu'on fait ? On les médicalise.
avec des médicaments quand même assez durs. Comme ça, on se dit, ok, on va leur parler 20 minutes, on va dire quelque chose, on va les mettre un petit peu à l'écart. Et donc, ça ne résout rien du tout. Et finalement, on commence à avoir une jeunesse qui, de l'intérieur, parce que les réseaux sociaux sont très très forts, mine de rien, est en train de devenir contestataire. Les parents pensent que quelque part, les enfants sont contestataires à leur égard, mais en fait, ils n'en veulent pas à leurs parents. Ils en veulent à un système qui ne fonctionne plus, où on ne les entend pas, où ils étouffent de l'intérieur, où on ne leur donne pas de lieu de parole, où en fait on leur dit écoutez, c'est les jeunes contre les vieux, parce qu'attention, si vous ne faites pas quelque chose, c'est les vieux qui vont mourir. Et les vieux sont en train de râler sur les jeunes en disant mais enfin, est-ce que tu te rends compte, tu ne veux pas mettre ton masque, tu bois une bière, tu es dehors dans un parc, et donc tu dois écouter la règle. Mais évidemment, on est deux générations, bon, vous avez même des personnes plus âgées qui ont vécu la guerre avec toutes les contraintes qu'on connaît, et donc nous-mêmes, à l'âge qu'on a, on doit déjà transformer notre éducationnel, parce que l'éducationnel que nos parents nous ont induit, bien évidemment, c'est déjà différent. Donc demander à des enfants d'encore changer leur méthodologie sans accompagnement, sans aide, et parce que la souffrance est là et qu'elle se manifeste de façon assez criante ou révoltante, on peut parler de l'histoire du bois de la Cambre à certains moments, il ne faut pas la dénier non plus, eh bien la seule mesure qu'on prend, c'est soit avec l'autorité policière contre laquelle on s'oppose alors que la violence ne résout pas la violence, et de l'autre côté, c'est le système de l'aide à la jeunesse, du système des institutionnalisations, et donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de procédures judiciaires à cet égard, et il y a beaucoup de prises en charge médicale qui ne devraient pas l'être, d'accord ? C'est pas juste placer un enfant dans un coin, c'est de permettre à cette jeunesse de s'exprimer. Et donc l'objectif qu'on a dans ce projet... Donc vous avez envie de créer un projet multidisciplinaire en fait pour multidisciplinaire. Parce que je crois qu'on fait beaucoup de mélanges. On est tout le temps... Bon, les médias sont là, on parle des libertés fondamentales. On sait que lorsqu'il y a eu l'histoire du bois de la Cambre, il y avait justement une décision judiciaire qui venait de tomber sur la légalité des mesures qui étaient applicables. Alors vous avez les jeunes qui se font tous sur les réseaux sociaux et qui se disent c'est légal. Vous savez, moi j'ai une fille de presque 17 ans, elle est venue chez moi tout de suite, elle m'a dit maman, c'est pas légal, donc on peut y aller, on peut s'en... Voilà, donc ils sont là en train de se dire c'est pas légal, mais le concept est beaucoup plus large que ça. Et donc je pense que pour rétablir l'équilibre et calmer une situation qui est en train de prendre une proportion démesurée, c'est de pouvoir permettre à ces jeunes d'exprimer leur point de vue par rapport à ce qu'ils ont vécu en présence, de professionnels de la santé mentale, de professionnels comme nous du droit qui en fait peuvent rétablir les notions de démocratie. Il faut aussi rappeler qu'on est dans un état de droit et donc il y a certaines règles qui doivent être respectées. Où est la limite des libertés fondamentales ? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Parce que même les adultes sont en train de dire nos libertés fondamentales ne sont pas respectées. Donc comment voulez-vous que les jeunes ne soient pas en train de se dire mais moi aussi mes libertés fondamentales ne sont pas respectées, sauf que leur liberté fondamentale à eux, c'est de vivre leur jeunesse telle qu'ils doivent la vivre, et nous on a d'autres concepts. Donc parler du même mot, et à quoi correspond le mot démocratie, à quoi correspond l'état de droit, qu'est-ce que veut dire une liberté fondamentale, et alors avoir une présence de gens du secteur de la santé pour aussi dire ce n'est pas une plaisanterie. Parce qu'il y a aussi tout le concept du complot, des impressions comme ça de dire mais non, donc pour conscientiser aussi, on va dire, quand même des très grands pays outre-Atlantique. Et de permettre en fait de rassembler, puisque au niveau politique c'est inaudible, mais que manifestement ça va avoir des répercussions sans aucun doute, parce que outre les décrochages scolaires, parce que maintenant on dit on va les faire passer, mais on crée déjà une discrimination pour le moment entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre, puisque l'enseignement officiel on est en train de dire mais vous allez passer tous à la classe supérieure, quelle que soit votre situation, sauf situation grave, et dans l'enseignement libre on est en train de dire vous allez présenter des examens. Donc vous avez déjà deux fonctionnements tout à fait différents. Et puis il y avait des configurations aussi très différentes selon la communauté dont on dépend. Parce que les réponses qu'apportait la communauté flamande, ou la fédération Wallonie-Bruxelles sont tout à fait différentes. Et des disparités aussi entre régions. Parce que vous habitez à Bruxelles ou Tournai ou Liège ou Anvers, on n'est pas du tout dans les mêmes. Bien sûr. Et les écoles sont diminuées elles-mêmes parce qu'elles ont déjà tellement travaillé en tant que corps enseignant. Vous savez, il faut savoir que ces retours à l'école après des mois de confinement ont entraîné des bagarres qu'ils n'ont jamais vues entre élèves.
Pourquoi ? Parce que tout le monde se jetait la pierre sur le réseau social, et puis au moment où on arrivait à l'école, une fois qu'on y était, c'était le moment de se faire de casser la gueule à l'autre, quoi, et de régler ses comptes. Et ils peuvent être de toute nature, hein. Mais donc en fait, les éducateurs étaient débordés, alors on leur a promis, on leur a dit, ah, mais vous savez, on va vous donner des éducateurs supplémentaires. Oui, mais en fait, à un moment donné, ils disent, c'est pas des éducateurs dont on a besoin, c'est des psychologues, des gens qui aident ces jeunes à retrouver une dynamique. Donc, eux essayent d'organiser des choses à leur petite mesure en disant, ben voilà, on revient tous en présentiel, et ben on va parler avec nos élèves, on va parler avec nos jeunes, on va demander aux professeurs encore. Oui, mais c'est ça, mais bon, un professeur n'est pas un spécialiste scientifique, n'est pas un spécialiste du droit, et n'est pas non plus un psychologue, donc c'est peut-être d'où votre projet. Si on est où pour le moment, votre projet ? Ah ben là, on le lance, donc voilà, on fait l'appel aux bonnes volontés, puisque je dis, au niveau politique, c'est pas quelque chose qui est audible. Et donc je pense que si la société civile doit faire quelque chose, elle doit se rassembler et pas juste se dire que la jeunesse est notre avenir. La jeunesse est notre avenir, mais on doit la construire avec eux, il faudrait établir le dialogue. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne donne plus d'espoir aux gens, qu'on ne les écoute plus, mais on ne doit pas être jeune pour ça. On est des adultes, on a ce ressenti nous-mêmes. Alors, quelle légitimité on peut avoir que de dire, non, toi t'es petit, t'es jeune, on ne t'écoute pas et on se reparlera quand tu seras majeur. Il y en a qui voient leur majorité arriver et qui disent mais j'ai pas eu de jeunesse. Donc ça fait 2 ans que voilà, je sais pas, ils 16-17 ans, ils peuvent sortir en boîte, ils peuvent s'amuser, ils n'ont rien fait. Et ils savent que demain, ils rentrent dans le monde de la majorité. Ça veut dire que la petite bêtise qu'ils feraient, les sanctions sont beaucoup plus difficiles. Donc voilà, donc le projet il est en route. Et il s'appelle comment ? Vous avez déjà un nom ? Donc pour nous, notre projet c'est de vivre ensemble. Parce que je pense que le thème vraiment de vivre ensemble, c'est de comprendre au plus on peut plus on peut communiquer, plus en réalité, et plus on comprend comment on vit ensemble, même avec ce virus qui ne quittera pas tout de suite, hein, donc voilà, plus on arrivera à avoir l'adhésion des gens et l'écoute des gens. Parce que je dis, c'est ça qui manque, c'est le vivre ensemble, mais avec des mots qui sont adaptés aux circonstances, aux gens, voilà, au type d'âge. Mais justement, cette année, dans notre programmation, nous avions énormément de films abordant cette thématique vivre ensemble. Donc, en tout cas, on signalera sur le site comment vous contacter, parce que vous comptez investir les écoles. Enfin, en tout cas, c'est ça. Donc, on propose un projet aux écoles, parce que je pense que c'est le lieu le plus large. On sait que ça va bientôt être les vacances, mais ça nous donne envie de le construire, en tout cas pour la rentrée. On espère que tout le monde... voilà. Ouais. Et donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que comme il y a justement ces 2 niveaux de principe, certaines écoles n'ont plus d'examen, et donc ils essayent de revenir avec des projets, puisqu'il y a quand même école, hein, donc de revenir avec des projets. Et puis il y a d'autres écoles qui ont leurs examens, donc on verra bien. Et puis je pense que dans la vie, il faut proposer et essayer. Juste s'arrêter et dire non, ça ne va pas, moi je trouve que c'est un peu dommage. On a des opportunités, des moyens, et je crois qu'on a beaucoup de bonne volonté, mais qui sont un peu démunis. Et je rejoins la déception qu'on peut avoir, que ce soit sur le film et ce que vous avez dit. Oui, on peut se trouver le bec dans l'eau et avoir l'échec, mais en même temps, au moins on aura la satisfaction d'avoir joué un rôle. Voilà. Ok, écoutez, merci beaucoup pour cette initiative. En tout cas, on n'hésitera pas à en parler. Et pour aborder le 3e et dernier volet de ce débat, je vous propose de regarder un extrait du documentaire Les Yeux Carrés qui nous emmène à Marseille. Bah oui, on est dans l'ère du digital, comme ils disent. Donc nous, on n'aime pas du tout cette fuite en avant technologique. Enfin, on est informaticien, c'est notre métier. Mais justement, parce que c'est notre métier, on sait très bien ce qu'on est capable de faire avec, donc des choses très puissantes, et on voit qu'on n'est pas prêt en fait socialement, éthiquement, à bien réfléchir à ces choses-là. Et la technologie avance très vite, les algorithmes derrière très vite, et pas la réflexion sociétale derrière. C'est n'importe quoi, on passe notre temps à voir faire des choses, à les dénoncer a posteriori, et attendre à ce qu'il y ait un recul, alors que ça devrait être vraiment l'inverse. Parce qu'entre-temps, on ne sait pas ce qui se passe. Ces données-là, ces choses-là, elles sont déjà en cours, elles servent déjà quelque part. Donc on est perdant au final. On lutte contre des moulins à vent.
C'est vrai, on obtient des choses, mais cette réflexion, elle devrait avoir lieu en amont. Pour amorcer ce troisième et dernier volet, j'ai le plaisir d'accueillir la réalisatrice et le réalisateur du film Les Yeux Carrés, Laure Massier-Dupié, est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, plus ou moins, et Louison Assier. Alors vous nous emmenez à Marseille, ville où les caméras de surveillance pullulent à chaque coin de rue. Comment êtes-vous arrivé à Marseille? Parce que à Bruxelles, les caméras de surveillance, elles sont aussi pas mal dans le genre. En fait, nous sommes partis, donc on est tous les deux étudiants à l'INSAS. Et de la manière que Zoé, on a participé à un programme d'échange avec une université à l'étranger. Et il se trouve qu'on est partis tous les deux à Marseille, en France. Et que nous avons ouï dire qu'à Marseille, il existait un projet de la municipalité de tester en fait ces technologies de vidéosurveillance. Et du coup, c'est comme ça qu'on a décidé d'aborder ce sujet. Votre film est très court, mais en même temps, il est très efficace parce que vous soulevez pas mal de problématiques, d'enjeux démocratiques. D'abord, d'un point de vue purement démocratique, on se demande si cette société de surveillance, toutes ces caméras qui sont à chaque coin de rue, qui sont visibles, c'est pas une forme de nouvelle Stasi de notre époque moderne. Ou pas? Enfin, il me semble que vous soulevez quand même le fait que les gens se sentent très mal à l'aise par le fait d'être sans cesse observés. En tout cas, c'est un des points de votre documentaire. Oui, tout le documentaire parle pas mal de ça. Et on essaye aussi surtout de soulever un peu un jeu de regard aussi qui fait un peu écho avec ce qu'on a dit par avance. On essaye surtout aussi de soulever un jeu de regard du public dans l'espace public des piétons et comment est-ce qu'il peut y avoir une sorte de réponse à cette surveillance. Qu'est-ce que le citoyen ou le passant peut avoir comme impact dessus, sur les algorithmes qu'il y a derrière ces caméras aussi. Et ça, c'est un des gros points que vous soulevez, d'ailleurs, dont on a parlé, ça a été évoqué dans l'extrait qu'on vient de diffuser, le fait que ces caméras sont justifiées du point de vue politique ou de la municipalité pour prévenir tout danger, finalement, ça rassure, ça protège. Et puis, en dernier recours, ça peut être utilisé en cas de répression s'il y avait un problème, voilà. Mais l'élément clé quand même que vous soulevez, c'est que c'est la façon dont ces données sont traitées. Parce que si avant, il y avait une personne derrière un écran qui était en train de voir ce qui se passait et qui mettait en alerte les comportements suspects, maintenant, on est dans une logique où c'est traité par des algorithmes dont on ne sait pas grand-chose, en fait. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la différence, parce que la vidéosurveillance existe depuis très longtemps, seulement aujourd'hui, on a les moyens de traiter l'image qui est produite. Et c'est en effet tout le problème, et c'est en ça que ça devient totalitaire, c'est qu'on peut faire n'importe quoi à cette image avec l'algorithme que l'on veut, et tout le problème là-dedans, c'est qu'on n'a aucune information sur ces algorithmes. C'est l'opacité derrière tout ça. Ouais. Et puis aussi, on ignore quelles sont les données qui sont prises en considération et l'interprétation qui est faite. C'est-à-dire qu'on va arriver dans une situation qui est déjà le cas d'avant aux États-Unis, où en fait on norme les comportements. Donc, ce qui fait qu'on oublie la complexité des êtres humains pour les réduire à des espèces de modèles. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on aime bien quantifier, on aime bien ranger dans des cases, et on a les moyens de le faire, et en fait avec ce tout numérique qui n'est pas nouveau et qui est d'autant plus fort depuis la crise du Covid, on a les moyens en fait de quantifier et de modéliser l'être humain, et notamment les flux de piétons, parce que l'être humain à la rigueur c'est quelque part gérable, on commence à le connaître, mais maintenant le problème c'est de réussir à gérer les foules
dans les villes. Et c'est tout le projet des Smart Cities. Aujourd'hui, c'est de pouvoir modéliser la circulation des foules dans les villes pour pouvoir optimiser ce flux. Des foules et de tous les flux. Il y a aussi, tous les flux, que ce soit les flux de circulation, les flux du réseau électrique, de la consommation de données internet en itinérance et tout ça. Et je voulais aussi prendre un exemple à Bruxelles sur cette gestion des flux. Il y a l'exemple de la rue Neuve, où il y a aussi un projet de Smart City qui est un peu aussi une expérimentation sur les flux de piétons. Il y a des capteurs qui sont accrochés dans toute la rue Neuve pour essayer de capter les densités de population tout au sein de la rue Neuve, et c'est aussi le cas dans le centre commercial, c'est City 2 je crois qui est à rue Neuve. Et il y a des petits écrans à l'entrée et à la sortie de la rue Neuve avec des couleurs rouge, orange, vert. C'est pour un exemple aussi du même principe de Smart City qui est d'optimiser ce flux. Oui, mais ce que vous dites finalement, c'est aussi de réguler l'occupation de l'espace public, c'est ça. Au niveau des individus, c'est quand même... De le réguler et de le normer, mais ça c'est pas nouveau. C'est ça. Je veux dire, on se comporte dans les rues, on répond à des codes. Je veux dire, si on vient pas d'une certaine ville, on peut les premiers jours être un peu perturbé, mais parce qu'il y a des codes à connaître, et en fait on l'oublie parce que moi personnellement je suis née dans une ville, donc je l'oublie, mais en fait on a intégré des codes et des normes, et il y a une certaine manière de se comporter dans les rues qui existe déjà, et voilà, c'est à se demander si à être filmé on n'exagérerait pas encore plus cette norme. En fait, le fait d'être filmé nous ferait répondre à une norme. Oui, mais est-ce qu'on perd pas la conscience d'être sous surveillance à un moment donné? Est-ce qu'on s'habitue pas à être sous surveillance constante? Ce serait le problème, ouais. Ah, voilà. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, vous parliez aussi de la digitalisation croissante, qui est aussi évoquée d'ailleurs dans le documentaire. Mais ça, c'est malheureusement dans tous les domaines, pas seulement en matière de surveillance. On a l'impression d'être traqué continuellement, quoi qu'on fasse. Et là, on se demande si on va un peu plus loin dans la réflexion qu'on a déjà entamée dans d'autres débats, c'est de savoir qui gouverne nos démocraties finalement. Est-ce que c'est Google, Facebook, Amazon C'est vrai que la vidéosurveillance, c'est un peu une des parties émergentes de l'iceberg, une des seules parties visibles parce qu'elle est matérialisée dans la rue, dans le principe de surveillance. Ensuite, il y a la conception des algorithmes derrière qui est gérée par des boîtes, des entreprises privées. Et on découle aussi toutes les données de l'Internet, toutes les données qui sont récoltées et sur la vie digitale et sur la vie réelle par des entreprises qui sont analysées. Et c'est quand même assez énorme. Et donc quand on a fait le film, je crois qu'on a fini le tournage et une semaine après la France était confinée, donc on a eu la chance entre guillemets. Mais c'est vrai que la vision et la vision autour de ces questions-là, ce sujet a été beaucoup visibilisé aussi, j'ai l'impression. Et par toutes les plateformes de streaming qu'on utilise de plus en plus, toute cette digitalisation du non-présentiel et de choses comme ça, qu'on est contraint à utiliser de plus en plus, et qui pose aussi des questions, parce que tout s'est fait très, très rapidement, et il y a des entreprises privées qui ont beaucoup profité de ça, qui ont profité de failles juridiques, sur la protection de la vie privée et pour développer leur plateforme. Donc c'est finalement aussi une menace aussi pour notre démocratie. C'est ça que vous voulez nous dire. Ok, mais on va quand même rester optimiste parce qu'on a évoqué quand même pas mal d'initiatives positives ce soir.
Et c'est sur cette note d'optimisme que j'ai envie de clôturer. Et vous remercier pour votre fidélité. Remercier également toutes les personnes qui sont intervenues ce soir dans ce débat. Toute l'équipe technique aussi, évidemment. Merci et bonne soirée. Maria Ressa has been arrested. The charges against Ressa were emulating those who challenged Duterte's rule over the weekend. That's the tactics of how to manipulate America in our country. Little cuts of Philippine democracy. Tous les films de la programmation du Festival Millennium sont actuellement disponibles sur Sooner. C'est plus de 60 films qui sont visibles. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.festivalmillennium.org. En ce qui concerne la suite, c'est un studio particulièrement intéressant qui nous attend autour du film A Thousand Cuts de Ramona Diaz. On y abordera la question de la désinformation et de l'importance de la liberté de la presse dans un pays autoritaire. Le film A Thousand Cuts sera disponible sur Sooner dès le 23 mai et nous vous donnons rendez-vous pour le studio le 27 mai à 20h. À jeudi prochain donc pour un prochain studio. Mr. President, is it important that people be afraid of you? Fear. Yes. Hello and welcome. I'm Maria Ressa. Maria Ressa carries the torch of press freedom in a country held in thrall by a populist president. It started with the drug war. Do not do drugs, because I will kill you. President Duterte began his administration with the drug list. This is the drug industry of the Philippines. He showed everyone a list. People on that list started dying. I'm telling the Filipino people it's gonna be bloody. We demanded the government be held accountable. Duterte was annoyed by our reporting. You are a fake news outlet. They will be allowed to criticize us, but you go to jail for your crime. We started getting attacked on social media. The government created disinformation networks, so people have no idea what the truth is. I was getting an average of 90 hate messages per hour. We don't even know whether we can trust the police to protect us. Just because you're a journalist, so you're exempted from assassination. We didn't even realize how dangerous it is for you. Why are you crying? Because I'm scared for you. Maria Ressa has been arrested. The charges against Ressa were aimed at intimidating those who challenged Duterte's rule. So why should you care about what happens in the Philippines? They test the tactics of how to manipulate America in our country. If it works, they port it over to the rest of the world. Maria Ressa was one of 4 journalists named as Time Magazine's Person of the Year. Maria won't be afraid. I'm afraid for her. What we're seeing is death by 1,000 cuts. Little cuts of Philippine democracy. We will not duck. We will not hide. We will hold the line.